Alors donc, les négociations, je vous le disais, elles se tiennent au rythme d'une session d'une semaine, plus ou moins chaque mois. Quand j'ai écrit ça, c'était bien chaque mois, mais il y a eu des interruptions. Voilà. L'espoir, c'est d'en terminer à la fin de l'année prochaine. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'au début de cette année-ci, quand celui qui nous sert de président de la République est allé à Washington, il a éprouvé le besoin de dire, à côté du président des États-Unis, qu'il fallait accélérer les négociations pour éviter les contestations. Bien, un petit peu de théorie, si vous le permettez. Donc, on vous dit, et d'ailleurs, c'est ça que ça veut dire TAFTA, hein, Transatlantic Trade Agreement, c'est un accord de libre-échange. Mais vous allez voir, c'est beaucoup plus qu'un accord de libre-échange. En tout cas, c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de comprendre comme étant un accord de libre-échange. Parce que pour nous, dans la vieille acception du terme, celle d'avant la création de l'OMC, un accord de libre-échange, c'était faciliter le commerce, faciliter les échanges, en diminuant les droits de douane et en simplifiant ou en supprimant les formalités administratives aux douanes. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à critiquer. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, abaisser ou supprimer les barrières tarifaires. Ça, c'est ce qu'on fait depuis 1945. Vous vous souvenez, les accords du GATT. On a fait ça des dizaines et des dizaines de fois. Donc, il y a ça dans l'objectif, et je vais y revenir. Mais il y a, et ça c'est nouveau depuis la création de l'OMC, c'est que l'on considère qu'à côté des barrières tarifaires, il y a des barrières non tarifaires. Et c'est quoi les barrières non tarifaires? C'est ce qu'on trouve dans la constitution d'un pays, dans ses lois, dans ses règlements, dans ses décrets, qui fait normes. Normes sociales, normes environnementales, normes sanitaires, normes alimentaires, normes techniques. Ah, vous savez qu'en France, on a beaucoup de normes techniques. Une norme technique pour fabriquer un ordinateur, une caméra, une machine à laver, un fer à repasser, de l'aspirine, n'importe quel produit pharmaceutique, n'importe quoi. Il y a une norme technique. Alors, on est dans une pensée dominante aujourd'hui qui consiste à dire qu'il y en a trop. Oui, mais pourquoi il y a des normes techniques? C'est aussi pour la sécurité et la santé des utilisateurs. Quand il n'y a pas de normes techniques assez rigoureuses pour fabriquer une automobile, on découvre ce qui vient de se passer il y a quelques mois aux États-Unis, c'est qu'avec un modèle de bagnole dont j'ai oublié la marque, il suffisait de tourner la clé de contact pour qu'elle s'enflamme. Bon, tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup de normes techniques en Chine pour la fabrication des jouets. Mais il y en a beaucoup moins aux États-Unis qu'en Europe pour la fabrication des jouets. Or, si l'objectif est d'éliminer ces normes, ou de les réduire, ou de les rendre compatibles, il faut savoir que l'objectif de tout accord de libre-échange, depuis l'existence de l'OMC, c'est d'aller vers la norme la plus basse. Quand deux pays négocient sur les barrières non tarifaires, l'objectif, ce n'est pas les beaux mots que vous allez voir dans le mandat européen, compatibilité des réglementations, harmonisation des réglementations. Non, c'est recherche du plus petit dénominateur commun. Ça, c'est le véritable objectif. Et on le sait, puisqu'on a quand même déjà un paquet d'accords de ce genre ratifiés par nos députés à l'Assemblée nationale. Or, vous le savez comme moi, à quelques exceptions près, et il y en a, notamment dans le domaine financier, à quelques exceptions près, les normes en matière sociale, en matière de santé, en matière d'alimentation, en matière d'environnement, sont plus faibles aux États-Unis que chez nous, que dans chacun des pays de l'Union européenne. Vous imaginez déjà les conséquences. Bien, on va maintenant passer au texte. Alors, si ça aboutit, ce sera un traité. Et un traité, il commence par une introduction qu'on appelle un préambule. Alors, nos gouvernants ont estimé qu'il fallait indiquer dans ce préambule que l'Europe
et les États-Unis ont des valeurs communes. Peut-être, mais j'ai quand même un souci. Et il ne s'agit pas ici de faire de l'anti-américanisme primaire, hein, ni secondaire, ni tertiaire d'ailleurs. Ce serait ridicule. Le peuple américain s'est construit comme nation, comme État, sur un certain nombre de valeurs qui sont les siennes et qu'il faut les respecter, puisque ce sont les siennes. Mais ce ne sont peut-être pas nécessairement les mêmes que les nôtres. Ce n'est pas parce qu'on a décidé de combattre ensemble, après quelques hésitations de leur côté, des hésitations qui ont duré 2 ans quand même, le nazisme et le fascisme, qu'on a nécessairement des valeurs communes en toutes choses. Des valeurs communes? Ah ben, voyons un peu. Sur le rôle de l'État, c'est fondamentalement différent. Nous concevons, et ça nous vient de loin, hein, ça nous vient même de plus loin que le siècle des Lumières, que l'organe dirigeant, que ce soit le Seigneur, le monarque ou aujourd'hui la République, est le gardien de l'intérêt général. Au Moyen-Âge, les serfs allaient se réfugier dans le château quand il y avait des bandes de bandits qui passaient ou des troupes qui passaient. Aux États-Unis, le gardien de l'intérêt général, c'est chaque individu. Vous savez, Margaret Thatcher a dit un jour, ce qui est très révélateur de sa conception de la société, il n'y a pas de société, il n'y a que des individus. Ça, c'est le fondement théorique du libéralisme. Il n'y a que des individus en compétition, les uns avec ou contre les autres. Bien, aux États-Unis, c'est cette conception-là. Du coup, eh bien, la faible présence de services publics aux États-Unis. Nous, on a conçu, après beaucoup d'essais, beaucoup de tâtonnements et avec des imperfections, on a conçu que les services publics, c'était l'outil qui permettait de rendre accessible un certain nombre de droits collectifs, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à ceci, le droit à cela. Aux États-Unis, c'est laissé à chaque individu. D'où aussi, regardez ce pauvre monsieur Obama, ces grandes difficultés qu'il a à faire appliquer un pauvre système de sécurité sociale qui certes bénéficiera à quelques millions d'Américains si on le met en route, mais qui laisse de côté des dizaines de millions d'Américains. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais c'est quand même, puisqu'on parle de valeurs, une grande différence. L'omniprésence de la religion dans la société américaine ne permet pas de parler vraiment d'une société laïque, au sens où nous l'entendons, en tout cas nous. Si vous allez dans un tribunal au-dessus des juges, in God we trust. Si vous sortez un dollar, in God we trust. Si vous devez prêter serment, c'est sur la Bible. Moi, c'est la mésaventure qui m'est arrivée. J'ai été invité à témoigner de la situation du Cambodge devant le Sénat, la Commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis, et on prête serment. Mais ce n'est pas mes convictions, je ne voulais pas prêter serment sur la Bible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une pirouette, on a formellement levé la séance pendant que je parlais, et puis ils ont repris la séance, mais je n'avais pas prêté serment sur la Bible. Voilà, c'est... God, il est partout aux États-Unis. Sur le système juridique, alors là, je vous en parle parce que j'ai été halluciné quand j'ai vu dans un jour que les parlementaires européens avaient voté une résolution disant que nous, États-Unis et Europe, nous avons le même système juridique. Ce qui m'amène à me poser des questions sur le niveau de formation de base des députés européens. Parce que quand même, tout le monde sait bien que, par exemple, entre la France et la Grande-Bretagne, ce n'est pas la même chose. Et a fortiori, tous les pays qui furent colonisés par la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne, elle pratique ce qu'on appelle la common law, et que nous sommes les enfants du droit romain, et on a un système juridique qui, on l'appelle parfois romano-germanique en France. Moi, je préfère la manière dont on l'appelle dans beaucoup d'autres pays, le droit continental. Certains disent la civil law.
Le droit continental, pourquoi? Parce que peu de gens le savent, mais notre système juridique, il s'applique de Brest à Tokyo, ce qui fait un fameux continent. Ce n'est pas le même. Oui, mais nous allons parler de conflits entre firmes privées et pouvoirs publics devant les tribunaux. Sur le droit au travail. Alors vous savez qu'une des plus vénérables institutions du système des Nations Unies, c'est l'Organisation internationale du travail. Elle a été créée après la Première Guerre mondiale. Et on y retrouve, c'est intéressant, les patronats, les syndicats et les États. Et on y négocie des conventions sociales, dont les fameuses conventions sociales de base, qui établissent les grandes libertés, notamment syndicales. Le droit de se syndiquer, le droit de créer une organisation syndicale et le droit d'avoir des activités syndicales, notamment. Nous avons, la France et pratiquement tous les pays qui sont dans l'Union européenne ou qui sont en Europe, on a ratifié, c'est-à-dire on a intégré dans notre droit les conventions sociales de l'Organisation internationale du travail. À deux exceptions, les États-Unis n'en ont ratifié aucune. Et je vous le disais tout à l'heure, ils viennent de confirmer qu'ils ne les ratifieront pas. Sur le droit des consommateurs et le rapport au risque, là aussi, c'est fondamentalement différent. Le droit des consommateurs, c'est le droit de chaque individu de se défendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aux États-Unis, quand il y a un problème, imaginons par exemple une usine qui pollue la nappe phréatique, et puis des gens tombent malades. On en a même fait un film de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les citoyens qui doivent se rassembler, se réunir, s'organiser pour agir, faire connaître les dangers, les faire connaître à la presse, et puis pour faire quoi? Pour rassembler des fonds, pour faire appel à un cabinet d'avocats qui va les défendre. Chez nous, ce sont les pouvoirs publics qui sont en charge du droit des consommateurs. Alors je sais qu'il y a encore beaucoup à faire, mais c'est fondamentalement différent. Le rapport au risque. Alors j'énonce une théorie et je sais bien que c'est encore très imparfaitement appliqué chez nous. Mais chez nous, on ne met en circulation un processus ou un produit qu'après avoir vérifié son innocuité. Ce qu'on appelle le principe de précaution. Aux États-Unis, on met en circulation un produit ou un processus et on regarde ce qui se passe. Ce n'est pas vraiment la même chose. Sur la protection de l'environnement, je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. Les États-Unis n'ont pas ratifié le protocole de Kyoto, nous oui. Nous avons ratifié la Convention de Rio sur la protection de la biodiversité, eux pas. Sur la culture, c'est pas vieux, c'est 2005. Après d'héroïques combats, on a adopté à l'UNESCO une convention internationale sur la protection de la diversité culturelle et linguistique. Les pays de l'Union européenne l'ont ratifié, les États-Unis pas. Bon, sur les rapports entre entreprises privées et partis politiques, là nous avons une histoire très riche, d'ailleurs elle s'enrichit régulièrement, mais ça nous a amené quand même à légiférer, et pas seulement en France. On a maintenant une législation sur le financement des partis politiques et sur le financement des campagnes électorales, et on a en France un Conseil constitutionnel qui valide ou pas les comptes de campagne. Et pour ceux qui ont été candidats aux municipales ou aux européennes récentes, vous savez que ça devient quand même très sévère, le contrôle des comptes de campagne. Aux États-Unis, il n'y a rien de tout ça. Quand il est arrivé au pouvoir la première fois, M. Obama, quand il a été élu, il a essayé de faire quelque chose. Parce qu'il n'y avait rien. Donc, il a fait adopter une loi par le Congrès qui définissait un plafond. Donc, les entreprises privées ne peuvent pas donner plus de, allez, je vais dire comme ça, 50 000 dollars à un candidat. Vous savez qu'au-dessus du président des États-Unis, il y a plus puissant que lui. Il y a la Cour suprême. La Cour suprême a annulé cette loi au nom de la liberté individuelle. Donc il n'y a rien aux États-Unis. Sur des questions comme la peine de mort et la vente des armes, je n'ai pas besoin de faire un dessin, vous connaissez la différence. Et puis je vais terminer sur ceci, parce que ça me semble quand même important aussi, puisqu'on parle de valeurs.
sur le rôle de certaines institutions internationales. Les États-Unis ont refusé de ratifier la CIDE, la Convention internationale sur les droits de l'enfant, parce que les États-Unis n'acceptent pas qu'un pédophile américain soit jugé en dehors des États-Unis. De la même manière, ils ont refusé de ratifier le statut de la Cour pénale internationale, puisque un citoyen américain qui serait suspecté de crimes contre l'humanité, par exemple, ne pourrait pas être jugé en dehors des États-Unis. Vous ne trouvez pas que ça fait quand même un sérieux paquet de différences et qu'il est un peu difficile de parler de valeurs communes, surtout lorsqu'il s'agit de normes, puisque c'est de ça dont on va parler maintenant. C'est un des grands objectifs de cette négociation. Et on commence par l'article 2. L'accord sera ambitieux, global, équilibré et pleinement compatible avec les règles et les obligations de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce. Alors, ceux qui sont des militants fidèles d'Attac savent de quoi il s'agit. Mais tout le monde n'est pas militant fidèle d'Attac. Et donc, je vais quand même vous dire quelques mots de ce qui est, en fait, l'organisation internationale la plus puissante du monde. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que l'Organisation mondiale du commerce est la seule de toutes les institutions internationales qui a le pouvoir de sanctionner un État qui ne respecte pas ses règles. Je vous parlais de l'Organisation internationale du travail, 176 conventions sociales. Mais on n'a pas doté l'Organisation internationale du travail du pouvoir de punir un État qui ne respecterait pas une des conventions qu'il a pourtant signées et ratifiées. Je vais vous parler d'une autre organisation, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle aussi édicte des règles qui sont parfois très sévères pour les multinationales pharmaceutiques. Mais elle non plus n'a pas un bras armé, si j'ose dire, un tribunal où on pourrait juger, poursuivre et juger tel ou tel État ou telle firme qui contreviendrait aux règles fondamentales de la santé publique. Seul, et je pourrais continuer comme ça, seul l'OMC a ce pouvoir. Alors, je vais vous donner un exemple qui doit être un peu quelque part dans votre mémoire. C'est l'histoire du bœuf aux hormones. Nous avons considéré, dans un certain nombre de pays d'Europe, que le bœuf aux hormones, ce n'était pas bon pour la santé. Et donc, nous avons eu interdit l'utilisation des hormones de croissance. Et donc, très logiquement, nous avons interdit l'importation de viande venant de bœufs élevés aux hormones de croissance. Du coup, les éleveurs américains, ils n'étaient pas très contents. Et donc, ils ont demandé, parce que c'est comme ça que ça se passe, quand un groupe quelconque n'est pas content, ou une firme, elle doit demander au gouvernement de son pays de se faire l'avocat devant un machin qui s'appelle l'organe de règlement des différends à l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, les États-Unis ont attaqué les pays de l'Union européenne qui avaient interdit le bœuf aux hormones de croissance devant l'OMC. Et on a perdu. Parce qu'un critère de santé publique, c'est un obstacle à la concurrence. Donc, ce fut interprété à l'OMC comme du protectionnisme, sans fondement scientifique. Les Américains disant, mais on n'en meurt pas. Certes, ils grossissent, mais ils ne meurent pas. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on perd? Vous pourriez me dire, il ne se passe rien. Et si. Et vous allez voir, c'est là la force de l'OMC. Quand on perd, on doit soit payer ce qu'ils appellent des compensations, des sous donc. Et ça ne se chiffre pas en milliers de dollars, c'est en centaines, sinon en millions de dollars. Soit supprimer la règle qui est fait litige, ici interdire le bœuf aux hormones, soit les deux. Alors vous allez me dire, si on ne paye pas et si on ne change pas la règle, qu'est-ce qui se passe? C'est là la puissance de l'OMC. Alors, l'OMC accorde au pays qui a gagné le droit d'appliquer tous les 6 mois sur une liste de 60 produits qui viennent du pays qui a perdu 100% de taxes. Quand on met 100% de taxes sur un produit, il ne se vend plus.
Vous voyez l'efficacité du système? C'est pour ça que l'Organisation mondiale du commerce est la plus puissante du monde. Et c'est pour ça que depuis qu'elle existe, un certain nombre de mutations considérables apparaissent dans nos sociétés, dont on pense parfois qu'elles viennent de la Commission européenne, parfois de nos gouvernements. À l'origine, elles viennent de l'Organisation mondiale du commerce, puisque nous avons ratifié. Il faudrait quand même que je vous raconte comment ça s'est passé. Les négociations ont duré 8 ans. 1986-1994. À la fin, en avril 1994, à Marrakech, au Maroc, on a signé les accords de Marrakech, donc qui créent l'OMC et qui comprennent déjà toute une série d'accords. Je vais en reparler d'ailleurs tout de suite. Et puis, nos parlements ont ratifié. Chez nous, ça s'est passé en décembre 1994. En 2 jours. En 2 jours, nos députés ont ratifié 22 500 pages. Parce que les accords de l'OMC et leurs annexes, c'est 22 500 pages. C'est 500 pages de texte et 22 000 pages d'annexes. Vous pensez bien qu'ils les ont lus, hein? Alors voilà, maintenant on va... parce que l'ambition des accords de l'OMC, c'est d'éliminer tous les obstacles à la concurrence, je vous le disais tout à l'heure. Ambition énorme, puisqu'il s'agit de toucher tous les moments de la vie, toutes les activités humaines. Donc, ils se sont dit, c'est pas possible. On ne va pas pouvoir faire ça du jour au lendemain. Donc, il est prévu dans les textes de l'OMC que ça se fait au terme de séries de négociations successives. Oui, mais elles ont bloqué à Doha. Enfin, dans le cadre du programme de Doha. Donc ici, États-Unis et Union européenne reprennent l'objectif d'aller jusqu'au bout. Et même pire que ça, l'accord prévoira la libéralisation réciproque du commerce des biens et des services, ainsi que des règles sur les questions en rapport avec le commerce, avec un haut niveau d'ambition d'aller au-delà des engagements actuels de l'OMC. Donc, c'est appliquer les accords de l'OMC et aller au-delà. Ça, c'est le premier grand objectif de ce projet de négociation. Il y a un point sur lequel je reviendrai souvent, qui se figure à l'article 4. Il est dit dans cette formulation, les obligations de l'accord engageront tous les niveaux de gouvernement. Ça veut dire que ça va concerner aussi bien l'État, les régions, les départements et les communes. Retenez ça. Alors, l'article 7, c'est l'article qui décrit l'objectif général. Donc, accroître le commerce et l'investissement entre États-Unis et Union européenne pour réaliser ce qu'eux disent être un potentiel inexploité d'un véritable marché transatlantique qui va créer des nouvelles opportunités économiques, qui va créer de l'emploi et de la croissance. Grâce à quoi? Grâce à un accès accru au marché. Et là, c'est la terminologie de l'OMC. L'accès au marché, c'est le premier des 3 grands accords de l'OMC. Comment se fait-il? Par une attaque sur les réglementations, sur les barrières non tarifaires. Voilà. Maintenant, un petit temps de pause pour vous rappeler qu'il y a dans les règles et les obligations de l'OMC, il y en a 2 qui ne sont pas tristes. Il y a celle-ci, le principe de la nation la plus favorisée. Alors, je résume très vite. Si vous accordez un tarif préférentiel, donc un droit de douane inférieur à, mettons, du coton qui vient d'Afrique de l'Ouest, vous devez accorder le même droit de douane au coton de tous les pays du monde, et y compris donc le coton américain, grand producteur de coton. C'est ça le principe de la nation la plus favorisée. Si un État accorde à un fournisseur une faveur spéciale, il doit le faire pour tous les fournisseurs en provenance des autres pays de l'OMC, c'est-à-dire pratiquement la planète entière, puisqu'il n'y a plus beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'OMC. Et cela vaut dans tous les domaines. Dans tous les domaines, on va d'ailleurs revoir très vite les grands accords de l'OMC.